Mimi, je me demandais, est-ce que tu connais un sport qui s'appelle le tricking? Non, ça te dit rien? Eh ben c'est un sport qui est plutôt pas mal. Je vous le présente parce qu'on reçoit un invité spécial aujourd'hui. Et cet invité spécial, il s'appelle Vivien Youlou. Vivien Youlou, c'est un pratiquant du sport qui s'appelle tricking. Il est aussi artiste et il enseigne sa discipline, donc il est aussi coach. Vivien va nous parler de son expérience par le tricking avec les langues étrangères et ensuite on va tâcher de faire converger les deux. Et vous allez comprendre pourquoi je suis toujours en train de dire que le sport est utile dans l'apprentissage des langues, comme n'importe quelle autre discipline d'ailleurs. Mais le fait d'avoir appris quelque chose antérieurement vous permet d'avoir certaines facilités. Vous allez découvrir lesquelles. On se retrouve dans quelques instants avec Vivien. Salut Vivien! Salut! Bienvenue sur Fluent! Eh ben merci à toi! Merci d'être venu. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben ça va très bien, la vie est plutôt belle on va dire. Je suis content d'être là en tout cas. Nous on est content que tu sois là aussi. Alors donc Vivien, comme je t'ai présenté un peu dans l'intro, j'expliquais que tu fais du tricking. Je sais que c'est un sport qui est assez peu connu, j'en ai déjà un peu parlé sur la chaîne. D'ailleurs, au passage, j'ai un youtubeur assez connu qui est pratiquant de cette discipline qui s'appelle Florian NVN. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et donc là, on a Vivien. Et Vivien aussi, il est assez connu comme vous avez pu le voir. Et c'est aussi un excellent coach. Je me permets d'en témoigner. Même si je ne suis pas la meilleure pratiquante du monde, il a quand même réussi à faire des trucs avec moi, ce qui n'était pas gagné. Non, t'étais une bonne élève. Sachant que j'étais un gros boulet. Non. Donc Vivien, déjà dans un premier temps, moi ce que j'aimerais c'est que tu nous parles de ta pratique sportive. Donc en quelques mots, que tu nous expliques un peu ton parcours, comment tu as commencé, qu'est-ce qui t'a amené au tricking, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu as fait en fait concrètement, personnellement, professionnellement grâce au tricking, etc. Enfin, tout ce que tu as envie de nous dire en fait, vas-y, ça fait plaisir, c'est pour toi. Ok, très bien. On va commencer par le début, comment je me suis mis au tricking, ou peut-être qu'est-ce que le tricking plutôt. Donc le tricking c'est un mélange d'arts martiaux et d'acrobatie. Grossièrement, donc il n'y a pas du tout de contact dans ce sport, c'est purement artistique. Et donc voilà, on fait des saltos, des vrilles, des coups de pied, il y a énormément d'éléments qui rentrent en compte acrobatiques. Et donc voilà, le but c'est un petit peu de se servir de tous les éléments qu'on a dans le tricking pour créer son propre trick et kiffer le plus possible. Donc voilà, moi j'ai commencé le tricking un peu par hasard, j'ai essayé de faire un salto arrière contre un mur en 3e avec un pote à moi. Et j'ai regardé ensuite sur internet s'il y avait des gens qui faisaient ça, etc. Et puis de fil en aiguille, à force de regarder des vidéos, je suis tombé sur le tricking et j'ai dit ça c'est stylé ça. Et du coup je me suis mis à faire ça. Donc voilà, et donc la partie la plus intéressante, c'est là que j'ai commencé à devoir apprendre à trickser. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait en autodidacte en gros. Et je regardais des vidéos sur internet. Et ensuite j'allais à la salle, je me filmais et j'essayais de refaire le mouvement que je voyais. Et le soir quand je rentrais, je comparais entre ce que j'ai vu sur la vidéo sur internet et moi. Je mettais les deux vidéos côte à côte et voilà, j'apprenais comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire aussi de quels arts martiaux le tricking est dérivé? Parce que je sais qu'il y a plusieurs arts martiaux dans le tricking, donc, principalement. Alors je dirais que principalement, de mon point de vue, il y a beaucoup de taekwondo, de karaté et de capoeira aussi. Voilà. Okay. C'est vraiment au niveau des coups de pied, on a énormément de coups de pied qui proviennent du taekwondo. On essaye d'avoir des placements de taekwondo un maximum, enfin je trouve. Et voilà, on a énormément après de mouvements. On est une discipline
cousine de la capoeira, enfin si c'est même que la capoeira c'est une de nos disciplines mères. Et effectivement, pardon, j'en oubliais une ultra importante, le wushu, qui est aussi une de nos disciplines mères très clairement. Okay. Voilà, je dirais. En fait, toutes les disciplines martiales qui sont un peu acrobatiques, quoi, si j'ai bien compris. Ouais, exactement, ouais, carrément. Ça, c'est. Ouais, il y a aussi du break. Il y a aussi un peu. Il y a des choses au break aussi. Ouais, carrément. Il y a aussi un peu de break dance. Il y a. Franchement, il y a tellement de choses. c'est un petit peu. Mais en fait, c'est aussi ça, le tricking, c'est que. Il y a vraiment une espèce de liberté, tu t'apprends ce que tu as envie d'apprendre et tu mets dans ton trick ce que tu as envie de mettre. Moi par exemple, je sais que le break je m'en sers que très peu, alors que des trickseurs s'en servent énormément, tu vois. Donc franchement ça dépend un petit peu de chacun. Voilà. Chacun fait sa cuisine. Exactement, c'est ça. Donc voilà, et puis ensuite après quelques années de pratique, j'ai commencé à me faire un petit peu connaître et j'ai aussi commencé à enseigner. Donc c'est là que j'ai commencé à rencontrer mes premiers élèves et que j'ai eu un premier contact avec ce que c'était que l'enseignement. Ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que j'ai tout appris tout seul et je me rendais pas compte que pour pouvoir enseigner et transmettre, il y avait énormément de notions à avoir, pas seulement dans ma discipline, mais des notions en tant qu'enseignant en fait. Et c'est ces notions, je pense, qui vont nous être intéressantes aujourd'hui parce que je pense que c'est des choses qui sont un peu propres à tous les enseignants, grossièrement. Et justement, j'en profite, c'est très juste ce que tu dis par rapport au fait qu'il y a le fait de connaître sa discipline d'un côté. Ce que je trouve super important dans ce que tu dis, c'est que d'un côté, il y a le fait de connaître sa discipline et de l'autre côté, il y a le fait de connaître la pédagogie, savoir comment l'enseigner parce que tout le monde apprend différemment. Ouais. Et si vous vous souvenez bien, je vous ai déjà fait un topo là-dessus par rapport aux natifs. La vidéo, c'était est-ce que les natifs sont vraiment les meilleurs professeurs? Et justement, j'ai expliqué dans cette vidéo, vous pourrez la revoir, je mettrai un petit lien en haut à droite, que dans cette vidéo, j'explique que les natifs sont peut-être pas forcément les meilleurs professeurs, spoiler, parce que justement il y a une différence entre parler sa langue et savoir l'enseigner. Voilà, merci Vivien, excuse-moi, tu peux reprendre. Si je peux même ajouter un truc à ça, c'est que, bon là on s'éloigne un petit peu du sujet tricking, mais je sais que quand j'ai appris à parler anglais, c'était beaucoup plus facile pour moi de parler anglais avec des gens qui n'étaient pas natifs, parce qu'ils faisaient des phrases beaucoup plus simples et ils avaient des manières beaucoup plus scolaires de m'expliquer les choses et enfin... vraiment beaucoup plus simple, alors que les natifs justement souvent ils te parlent et puis comme s'ils parlaient à un de leurs potes, t'étais censé tout comprendre et voilà. Donc ouais, clairement les natifs c'est pas forcément les meilleurs, en particulier au début je dirais, de mon point de vue uniquement. Donc du coup j'ai commencé à enseigner et ouais, comme je disais, ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai dû apprendre à transmettre, qui n'est pas du tout la même chose que apprendre à apprendre sa discipline à proprement parler. Et du coup ça a été tout un nouvel apprentissage et ça m'a aussi permis d'apprendre énormément de choses sur ma discipline directement aussi. J'ai appris à décomposer un mouvement, à le comprendre mieux, à comprendre que ce que je comprenais c'était pas toujours correct et qu'il fallait le comprendre autrement pour pouvoir l'apprendre correctement. Donc voilà, il y a énormément de notions qui sont rentrées en considération dans cette phase d'apprentissage. Et voilà, ça a été super intéressant. Et puis après quelques années, après 1 ou 2 ans d'enseignement, j'ai commencé j'ai découvert le milieu artistique. J'ai commencé à me mettre dans l'artistique et voilà, c'est devenu mon gagne-pain principal. Mais ça m'a pas empêché de continuer à enseigner et de plus en plus aussi à enseigner à l'étranger. Particulièrement, j'ai fait 2 grosses tournées artistiques, donc j'ai fait Robin des Bois et Flashdance. Et j'ai fait aussi il y a quelques années Incroyable Talent. Ouais, j'ai fait le Stade de France aussi avec Star 80. J'ai fait, voilà, c'est un petit peu les plus gros trucs que j'ai fait. J'ai fait des clips télé, j'ai fait des pubs. J'ai fait, après je touche un petit peu à tout dans le milieu artistique. Hein, c'est une fois qu'on est dans un truc, on n'est pas complètement bloqué dans que la pub ou que le spectacle vivant, etc. C'est vrai que je tourne un petit peu dans tout. Je fais des événementiels aussi pour des entreprises plus ou moins grosses. En général, elles sont grosses. Parce que pour organiser ça, il faut de l'argent. Mais voilà, j'ai fait un petit peu de tout, ouais, carrément. Trop bien. Et t'avais fait le clip de Môme, non?
Ouais, j'avais fait les clips de Môme, j'ai fait... Je vais mettre des images, hein, Vivien, tu sais ça. Elles sont dangereuses ces images, mais ouais, vas-y, je peux les mettre, elles sont marrantes. Il faut que je mette. Au moins ils souriront un peu. Ouais, j'ai fait plusieurs clips, ouais, dont celui-là particulièrement. Génial. Que les gens aiment bien me rappeler. Je vais me faire éclater sur les droits d'auteur, mais je vais les mettre quand même. Aïe aïe aïe. T'as dû apprendre d'autres disciplines du coup dans ton parcours artistique, tout ça, t'as dû enrichir quand même ou Oui, ouais, carrément, j'ai dû enrichir. J'ai dû apprendre à danser aussi. Yes. Chose que j'avais jamais fait. Enfin, disons que j'aime bien danser comme n'importe qui aime danser, tu vois. Mais par contre, apprendre des chorégraphies, etc., apprendre la bonne gestuelle, apprendre tout ça, c'est vrai que ça a été... Alors, je suis pas du tout un expert en danse, loin de là. Je fais vraiment le strict minimum pour pouvoir bosser. Ouais, c'est vrai que j'ai dû apprendre, notamment la danse. Ça n'a pas été facile. Surtout que j'ai commencé à danser, je devais avoir 23 ans du coup. Le tricking, j'ai commencé tard, j'ai commencé à 16 ans aussi. Ouais, mais disons que ça a été... Puis bon, ça me passionnait pas autant que le tricking, donc forcément ma courbe d'évolution a été beaucoup plus lente. Ouais. Étant donné que l'investissement était moins important. Ouais, c'est vrai qu'on l'a tous un peu fait, genre... il faut compléter toujours un peu nos pratiques avec la danse, l'acting, enfin voilà, des petits trucs à côté. Carrément. Le tricking tout seul, en général, ça suffit pas. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent dans la cascade physique. Il y en a qui font plus de l'accro, qui partent dans l'acrobatie traditionnelle et tout. Voilà, donc c'est ok. Et du coup, Vivien, grâce au tricking, donc tu as pu voyager? Ouais, j'ai énormément voyagé. J'ai fait presque le tour du monde, on va dire. Ah là là. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Disons que j'ai commencé quand même à voyager avec le tricking quand j'ai commencé à me faire un petit peu connaître par ce que je faisais. Et ensuite, quand je suis arrivé dans l'artistique, ça m'a fait 2 raisons de voyage. Donc il y a pas dans ces périodes-là, vu que toutes les frontières sont bloquées. Mais c'est vrai que habituellement, j'ai des périodes où je passe... En un mois, je peux faire 3 destinations différentes et pas bouger pendant un mois, mais le mois d'après, ça recommence. Enfin bref, ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, ouais. J'espère que ça va recommencer d'ailleurs. Du coup, grâce à tes voyages, t'as appris, j'imagine, à parler anglais? Et ouais, c'est clairement ça. Comment dire, j'ai commencé à parler anglais quand j'avais 20 ans à peu près. 20-21 ans, et avant ça c'était 0, genre on me demandait mon prénom, j'étais en panique, je comprenais rien, c'était un enfer. Et heureusement que j'avais mes potes avec moi durant mes premiers voyages, parce que j'étais vraiment incapable de parler. Yes, no, c'était ma limite quoi. J'étais au max. T'avais appris à l'école quand même? Ouais. J'étais un petit cancre à l'école, donc du coup j'ai rien appris du tout. Et honnêtement, alors je veux pas critiquer le système ou quoi, mais en tout cas la manière qu'on a de nous apprendre à l'école me correspondait pas du tout, et j'ai vraiment rien appris quoi. L'anglais c'était une de mes... Ouais voilà, l'anglais, même l'espagnol, ça faisait partie de mes pires matières, très clairement. Ok, de toute façon, sur Fluent, on aime bien les gens pas scolaires, donc t'as vraiment ta place. Alors, cool. Pour faire quand même un petit point là-dessus et te répondre, par rapport au système scolaire, c'est vrai que le système scolaire, il s'adapte pas à tout le monde, et malheureusement, c'est une réalité. Qu'il n'est pas toujours à jour non plus, il n'est pas au maximum de ce qu'il pourrait être. J'aime autant quand même préciser qu'il y a énormément de recherches qui sont faites dans ce sens-là, que ça va vraiment dans le bon sens. Quand on lit un petit peu les comptes rendus des recherches sur la pédagogie qui sont faites actuellement, il y a vraiment plein de choses, plein de pistes qui se dégagent et plein de nouveautés en fait qui émergent petit à petit. On s'intéresse de plus en plus vraiment à la personnalité de chacun, à une pédagogie qui est centrée sur l'apprenant. Mais il faut voir aussi que c'est hyper compliqué à mettre en place, que ça prend du temps et puis que ça demande aussi des moyens. Donc malheureusement, il y a toujours un décalage entre les recherches, les innovations et puis la mise en place vraiment pratique de ces choses-là. Mais déjà pour les générations qui ont suivi et celles qui étudient actuellement, ça se passe déjà un peu mieux que pour nous à l'époque. Ouais, carrément. Voilà. Si je peux ajouter un truc à ça, c'est que d'autant plus, moi je suis ultra dyslexique. Donc ça veut dire que écrire mon prénom sans faute d'orthographe, c'est un problème.
Mais j'exagère, mais vraiment je suis très très dyslexique. Et d'autant plus les langues à l'école, ça a été vraiment vraiment compliqué. Les dyslexiques, on était mis vachement à l'écart. Ouais. Et en plus apprendre ça, en plus apprendre une autre langue que la tienne, ça a été très 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 difficile pour moi à l'école. Voilà la raison pour laquelle j'avais des 0 pointés partout en langue, quoi. Mais j'ai quand même réussi à apprendre l'anglais à ma façon. T'as pris une belle revanche. Ouais, carrément. Franchement, je pense que mes profs d'anglais seraient étonnés de voir que je suis capable d'avoir une conversation normale en anglais maintenant. Carrément. Mais ça tue, c'est super. Ouais. Et du coup, comment tu l'expliques ça, le fait que tu aies réussi de ce côté-là alors que tu avais échoué à l'école? Eh ben, tout simplement parce que déjà j'avais beaucoup plus confiance en moi. J'ai réussi à apprendre le tricking par moi-même et je me suis dit qu'une langue ça devait pas forcément être beaucoup plus compliqué. Et puis tout simplement aussi l'intérêt que j'y portais. J'ai commencé à voyager, les gens venaient à des événements pour me voir et me rencontrer et j'étais incapable de communiquer avec eux. Et en fait ça m'a frustré et je voulais pas accepter ça. Donc du coup tout ce que j'ai tout simplement c'est que je me suis investi en fait dans l'apprentissage de l'anglais et puis c'est ça qui a fait la différence. Okay. C'est l'investissement. Tu t'es investi parce qu'il y avait une nécessité vraiment pour le coup, une nécessité réelle. Carrément. Il y avait un intérêt aussi parce que tu avais appris grâce, tu étais dans le milieu du tricking qui t'intéressait. Ouais, carrément. Et aussi, il y avait, comme tu l'as dit, une confiance en toi, du fait que tu avais été capable d'apprendre une première discipline et que finalement, l'anglais, ça ne devait pas être si loin que ça. Bien sûr, l'anglais, c'est juste une autre discipline, complètement différente, mais une autre discipline. Et le truc aussi qui est intéressant, c'est que l'anglais, dans ma discipline, dans le tricking, j'avais la pression je me mettais la pression parce que j'avais envie d'exceller, tu vois. Or qu'en anglais, pas du tout. Ce qui était important, c'est que j'arrive à communiquer, point. Et du coup, il y a aussi, j'avais un peu cette pression en moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas du tout le meilleur anglophone du monde, très très loin de là. Mais par contre, je sais qu'il y a des personnes que je rencontre qui sont par exemple en fac d'anglais ou quoi, qui sont pas du tout aussi à l'aise que moi parce que quand j'ai appris à parler anglais, je m'en fichais de faire des fautes. Ce qui était important, c'était de communiquer. Et du coup, je suis très très à l'aise vraiment avec l'anglais. J'ai pas du tout de problème à parler et à oser parler. Ça tue. Voilà. C'est super. Et comment t'as appris l'anglais du coup? Ça a été quoi ton schéma d'apprentissage, ton parcours à ce niveau-là? Alors en gros, ce qui se passait, c'est que quand je me suis dit, allez, viens, tu parles anglais, la première chose que je me suis mis à faire, c'est écouter. Donc dès que j'avais besoin de dire quelque chose à quelqu'un, donc je demandais à ce qu'on me traduise. Souvent c'était mon pote Zach qui me traduisait un petit peu tout pour moi, Zach et Ben. Coucou Zach. Ouais, coucou Zach et Ben, si vous êtes là, merci pour l'anglais. Et en gros, dès qu'il traduisait, en fait, souvent ce qu'on fait au début, c'est qu'on dit ouais, tu peux lui dire ça. La personne en face qui traduit pour nous traduit, mais on n'écoute pas du tout ce qu'elle dit et on n'écoute pas la réponse non plus. Et à partir du moment où j'ai décidé d'apprendre à parler anglais, je disais ce que je voulais dire et ensuite j'étais ultra à l'écoute. J'écoutais vraiment, même si je comprenais rien. J'écoutais des sons, des mots qui pouvaient se répéter quand je demandais certaines choses, etc. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réussir à traduire. Et puis je demandais systématiquement qu'on me traduise et qu'on m'explique dès que j'avais une question, etc. Dès que je repérais un mot qui me semblait familier, je disais ça veut dire quoi exactement, etc. Et puis petit à petit, j'ai enrichi mon vocabulaire de cette manière-là et j'ai commencé à avoir des conversations à partir du moment où j'ai osé essayer de parler surtout. Et ça a fait la différence, ouais. Ok, donc au début, en fait, quand t'entendais le truc, ça te faisait comme un... ça va te paraître débile ce que je vais dire, mais tu vas comprendre. Un tronçon, en fait, un tronc d'arbre, tu vois le truc? Genre brut, c'était le message que tu recevais. Et puis petit à petit, en fait, toi, ce que t'as fait, c'est que t'as coupé des petits morceaux, en fait, dans le tronçon. Et exactement. Petit à petit, tu t'es dit, ah ouais, d'accord, donc ça c'est ça c'est ça. Ok. Exactement, c'est ça. C'est une magnifique table. Non, je rigole. Et est-ce que tu as pratiqué est-ce que tu as pratiqué aussi tu as pratiqué à l'oral essentiellement ou est-ce que tu as pratiqué aussi à l'écrit, en ligne ou même par Alors moi ce qui m'a aidé le plus honnêtement c'est la pratique orale. Ça c'est une chose qui est certaine. Par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à être un petit peu à l'aise,
L'écrit, ça m'a vraiment permis d'enrichir et de mieux comprendre ce que je faisais, mieux comprendre ce que je disais. Parce que par exemple, il y avait des séries de mots, enfin une phrase toute faite que je savais qu'il fallait dire à un certain moment, parce que je savais qu'elle voulait globalement dire ce que je voulais. Mais à partir du moment où je commençais à les écrire, je me disais, ah en fait, cette phrase, c'est pas 4 mots, mais c'est 6 mots en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé ça m'a permis d'affiner le découpage en fait. Et comme tu disais, vraiment c'est prendre des petits morceaux petit à petit, comprendre et apprendre. Faut vraiment pas se presser. Il faut vraiment faire les choses étape par étape. C'est vraiment mon truc ça. Que ce soit dans la langue ou dans ma manière d'enseigner le tricking, c'est vraiment toujours étape par étape. Au final, c'est un petit peu plus prenant, ça demande un peu plus de concentration, mais par contre, on va plus vite de cette manière-là que d'essayer de faire tout vite et fort. Non, c'est la méthode la plus rapide, c'est d'y aller étape par étape, vraiment. Étape par étape, ouais. Du coup, tu t'y es mis de manière méthodique et cette méthode, elle devait bien venir de quelque part quand même. Enfin, je veux dire, si tu commences à apprendre une langue et que tu connais rien aux langues, parce que c'était quand même ta première langue seconde, ça n'a aucun sens. Enfin, t'as compris, c'était pas ta langue maternelle, mais c'était ta première langue étrangère. Et donc, t'avais aucune méthodologie dans les langues finalement, puisque tu me disais que t'avais pas retenu grand-chose de l'école. Non, carrément, clairement pas. Non, je me suis complètement servi de ce que j'ai appris en tricking en fait. J'ai commencé par essayer, tout simplement. Et à partir du moment où je faisais des erreurs, j'essayais de corriger systématiquement. Ça, c'est clair en tricking, c'est que on n'a pas réussi tant qu'on n'est pas sur les pieds. Donc ça veut dire que tant qu'on n'est pas sur les pieds, on fait des erreurs. Tant qu'on fait des erreurs, il faut s'améliorer et essayer de comprendre chaque petit point technique pour réussir à arriver sur les pieds sans tomber. Et donc en gros c'est la même chose, c'est que même si j'étais pas très fin au début, même si je faisais peut-être pas forcément étape par étape au début, au fur et à mesure où j'ai voulu commencer à m'améliorer, j'ai commencé à comprendre et clairement le tricking m'a aidé à faire le parallèle entre apprendre des acrobaties et apprendre une langue. C'est juste que il faut prendre son temps et surtout rester concentré. Je sais pas si j'ai vraiment utilisé une méthodologie. Je peux pas dire que j'ai utilisé une méthodologie particulière parce que je l'ai fait vraiment instinctivement, mais c'est clair qu'il y avait une méthodologie, parce que je pense pas qu'on apprenne sans méthodologie, que je me suis construite tout seul, et je dirais avec le recul que c'est vraiment c'est la base de chez base, c'est d'oser. Comme je dis en acrobatie, si on lance une acrobatie avec 20% de son énergie, on aura à peine 20% de résultats à calculer pour pouvoir s'améliorer. Et là c'est la même chose, c'est que si on parle pas, si on n'ose pas parler, on aura juste pas d'expérience en fait, pour pouvoir commencer à progresser, à comprendre et aussi à créer sa propre méthode qui marche pour nous-mêmes en fait. Donc la première étape, c'est oser, il faut y aller, il faut juste se lancer, faites des erreurs, ayez l'air bête. En plus ça c'est que vous et vous-même qui pensez que vous avez l'air bête, mais on s'en fout. Et c'est la seule manière d'avancer. C'est vraiment, la seule. En tout cas, c'est une manière qui fonctionne souvent, très très souvent, je dirais. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me permets juste d'ajouter un truc, c'est que en tricking, il y a quand même une différence fondamentale avec les langues. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est que quand on se lance pas assez ou qu'on se plante, en tricking, la sentence c'est d'arriver sur la nuque. C'est vraiment, y a un danger, c'est de se faire très très mal. Et du coup, on prend des précautions en fait, et on est obligé d'appliquer une méthode, on est obligé de devenir technicien à un moment donné. Bon, il y a des gros bourrins dans le tricking aussi, hein. Bon, ils sont peut-être blessés une ou deux fois. Ça existe aussi, il y en a qui y arrivent et il y en a qui sont plus solides que d'autres aussi. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a ce danger-là et que du coup, le fait que ce soit dangereux, ça vous oblige à développer une technique, à développer une méthodologie. Et du coup, quand on transfère en fait ça dans les langues, on s'aperçoit aussi que même s'il n'y a pas cette fatalité de se ramasser la tronche et de se faire super mal, au final, on a quand même des finalités qui sont aussi malheureuses, par exemple de frustration, parfois de traumatisme. Et du coup, c'est vachement bien de pouvoir appliquer quelque chose où on est devenu technicien à cause d'une notion de survie en fait. Ouais, carrément. Le parallèle que je donnerais en termes de tomber sur la nuque en acrobatie, je dirais que c'est vraiment, je pense que c'est un truc qui bloque les gens énormément, c'est la moquerie et le fait qu'on se sente jugé parce que
on essaye de parler une autre langue ou qu'on fasse des erreurs dans cette autre langue, etc. Et en fait, le truc, c'est que à partir du moment où quelqu'un se moque de vous en tricking parce que vous tombez, ou en langue parce que vous faites des erreurs ou que vous n'y arrivez pas, faut vraiment vous mettre quelque chose en tête, c'est que les idiots, c'est eux, c'est pas vous. Vous essayez d'apprendre quelque chose. Et il y a rien qui peut... personne peut vous juger en mal de vouloir apprendre quelque chose. Il y a que du bénéfique et enfin vous laissez pas du tout impressionner, que ce soit par une chute ou par la pression sociale du fait que vous vouliez apprendre quelque chose de nouveau. Et dans tous les domaines, et ça c'est super important. Ouais. Je veux vraiment que tout le monde retienne ce que tu viens de dire parce que c'est fondamental. Genre, allez, vas-y, redis-le encore une fois pour être sûr que ça rentre. Non, ouais, c'est... à partir du moment où vous apprenez quelque chose, vous augmentez votre valeur, la valeur que vous avez. Donc, n'ayez absolument aucune pression et rappelez-vous encore une fois, les idiots, c'est ceux qui cherchent pas à apprendre et qui se moquent de vous. Sachez qu'à partir du moment où vous essayez d'apprendre quelque chose, c'est valorisant et vous faites forcément quelque chose de bien. Forcément. C'est bon, on peut arrêter l'interview. C'est bon, t'as... Mic drop et tout. Non, franchement, Vivien. Respect pour ça, parce que ça, c'est vraiment une belle valeur. Merci. Et puisqu'on est dans l'histoire du fait d'apprendre des langues et de commencer à faire des petits parallèles avec le tricking, moi, j'aimerais que tu nous aides à mettre en perspective, en fait, parce que, comme je te l'ai expliqué déjà personnellement, moi, ce que j'essaie de faire comprendre, en fait, c'est que toutes les disciplines, elles ont une base commune, elles ont un fonctionnement commun, parce que les lois de l'univers, en fait, sont toutes les mêmes. Et qu'à partir de là, on a juste des déclinaisons en fonction du domaine différents, carrément. Mais la base reste la même. Et du coup, j'aimerais que tu m'aides à rapprocher, en fait, la pratique sportive et l'apprentissage des langues. Aussi pour qu'on puisse pas dire ouais, je suis bon en ça, mais en ça, je suis pas bon. Je suis bon en maths, mais je suis mauvais en sport. Je suis bon en sport, mais je suis mauvais en musique. Il y a effectivement toujours des prédispositions, mais honnêtement, les lois qui permettent de progresser et d'apprendre quelque chose, pour peu qu'on s'y intéresse, parce que ça joue énormément aussi, sont les mêmes. Bien sûr. Et voilà, est-ce que tu peux me dire, toi, qu'est-ce qui te paraît commun entre la technique qu'on retrouve dans le tricking et celle qu'on retrouve dans l'apprentissage d'une langue? Alors, je vais pas forcément répondre parfaitement à la question, mais il y a un truc qui me vient, c'est que dans n'importe quelle discipline, c'est mon point de vue, imaginons que vous ayez l'impression de ne pas être bon dans une discipline. En essayant de faire le tour de cette discipline, il y a forcément un coin, une petite parcelle de cette discipline dans laquelle vous allez être meilleur que sur le reste. Et en fait, je pense qu'il faut se servir de cette petite entrée comme une force. Par exemple, moi en tricking, le tricking c'est un mélange d'arts martiaux et d'acrobatie, on est d'accord ? Et le côté martial est ultra important, surtout à l'époque où j'ai commencé dans cette discipline. Le problème, c'est que moi, les coups de pied et les trucs, j'aimais ça, mais j'étais nul, vraiment, j'étais pas bon. Et au lieu de me forcer à rentrer absolument par cette porte martiale qui fait de nous des trickseurs, parce que c'est ce qui démarque les trickseurs des autres disciplines, et je suis rentré par une autre porte en fait. Je suis rentré par la porte de l'acrobatie. Alors je m'en suis pris un petit peu plein la tête au début, mais au final j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, et grâce aux choses, parce que j'avais des affinités avec l'acrobatie, grâce aux choses que m'ont appris l'acrobatie, au fur et à mesure j'ai commencé à réussir à comprendre de mieux en mieux le côté martial et un petit peu toutes les autres parties de la discipline en fait. Donc je veux dire, dans ce sens-là, je veux dire, servez-vous de vos qualités de base, même si vous avez l'impression qu'elles ne correspondent pas forcément à la discipline. Il y a forcément un petit endroit dans la discipline où vous allez vous rendre compte que là je suis peut-être bon là-dedans en fait. Donc approfondissez, utilisez ça comme un outil d'entrée, et ça va vous permettre aussi par la suite de comprendre un petit peu plus globalement votre discipline, donc la langue ou peu importe ce que c'est. Et puis de finir par réussir à rattraper vos bases et avoir un niveau correct, quoi. Je me permets juste de reformuler rapidement par rapport à ce que tu as dit, parce que c'est aussi super important. Il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée dans quoi que ce soit en fait.
C'est-à-dire que je vais prendre un exemple, si vous avez envie de devenir artiste peintre, si vous avez envie de devenir dessinateur, et que au début vous faites que du manga, que du DBZ, vous recopiez des dessins DBZ, et on va vous dire ah mais fais pas ça, c'est nul, c'est moche, de toute façon le manga tout le monde fait ça, de toute façon c'est pourri graphiquement, c'est pas technique, fais pas ça. Et ben si vous ça vous intéresse, enfin franchement j'ai vu des gens devenir très bons en partant d'un vieux dessin tout pourri de Sangoku au début, et qui petit à petit en fait ils ont eu envie d'aller plus loin, ils ont eu envie de faire d'autres trucs. De pousser plus loin toujours, et ils sont devenus super techniques, ils sont devenus super forts, et en plus ils sont devenus de super artistes parce qu'ils avaient une sensibilité qu'ils ont laissé s'exprimer. Donc il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée dans une discipline, quelle qu'elle soit, si c'est ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire. Soyez un peu obstiné, soyez un peu têtu, mais allez-y, rentrez dedans et vous allez voir que ça va vous ouvrir d'autres portes au fur et à mesure. N'écoutez pas ce qu'on vous dit quand on vous dit ouais fais pas ça, c'est nul, c'est pas de l'art, c'est pas du dessin, ou alors c'est pas du tricking, c'est pas du sport. Oubliez ça, faites ce que vous avez à faire. Voilà. Après, ce que je mets en commun, principalement, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment le fait de pas rusher en fait. Prenez votre temps. C'est vraiment... comment dire? C'est un petit peu paradoxal, parce que quand on dit prendre son temps, on a l'impression qu'il faut y aller doucement. Mais non, en fait, ça veut dire que apprenez correctement des petits bouts. Mais par contre, dans votre manière d'apprendre, allez-y à fond. Vraiment, faut vraiment s'investir. Plus vous allez passer de temps à faire ce que vous faites et plus vous allez mettre d'énergie à faire ce que vous faites, au plus vite ça ira dans votre processus d'apprentissage en fait. C'est ultra important de s'investir le plus possible. Après, tout le monde n'a pas forcément le temps. Mais si apprendre une langue, c'est quelque chose d'important pour vous et que vous avez vraiment envie de progresser vite, il n'y a pas de secret, c'est la pratique et la concentration. C'est vraiment ultra important de s'investir, même s'investir émotionnellement un peu là-dedans, sans forcément se laisser dépasser par ses émotions, mais ça va vraiment vous permettre d'être pris dans le cercle d'apprentissage, dans le circuit d'apprentissage en gros, c'est pas exactement ce que je veux dire, dans le tourbillon de l'apprentissage, voilà, et de vraiment faire exploser votre niveau. Concentrez-vous sur des petits objectifs, mais mettez-y un maximum d'énergie. C'est vraiment ça. Et vous allez voir que très vite ça va progresser. Et en plus, surtout au début, la courbe de progression elle est exponentielle quoi. Je sais que quand j'ai appris à parler anglais, je suis passé de 0 vraiment, et en l'équivalent de 3 semaines, je commençais déjà à avoir des conversations en anglais. Alors c'était absolument pas des conversations poussées, je dis pas que j'étais la personne la plus rapide du monde, et honnêtement, hein, j'avais l'impression de saouler les gens à chaque fois que je voulais leur parler parce que je m'arrêtais de parler toutes les 2 secondes, tu vois. Mais par contre, ça m'a permis de progresser parce que j'ai osé, que j'ai vraiment mis de l'intensité là-dedans. Je reprends un peu ce que tu as dit, donc par rapport à l'histoire de la concentration et de l'engagement et de la vitesse aussi. Donc quand on dit qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en tricking, pour réaliser un mouvement, vous avez une fraction de seconde. Parce que c'est entre le moment où tu as ton impulsion, tu vas bénéficier de ton impulsion d'une certaine manière, et le moment où tu vas te retrouver au sol si tu n'en fais rien. Donc tu as cette fraction de seconde où tu vas devoir agir vite et à 100%, voire à 200%. Ça, c'est l'engagement. C'est l'engagement, c'est-à-dire que tu t'engages à fond dans ton mouvement, comme tu vas t'engager à fond dans ta phrase. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter, parce que si tu te précipites dans ton mouvement et que tu brûles les étapes, que tu n'étudies pas suffisamment les étapes intermédiaires, même parce que je sais que Vivien, quand tu enseignes, toi, tu fais beaucoup de travail en fosse. Donc la fosse, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est un trou en fait dans lequel il y a de la mousse et dans lequel on peut se jeter sans se blesser en fait, enfin théoriquement. C'est un fait quand même qui arrive à se faire mal. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc les fosses, ça permet par exemple de se jeter et de tomber à plat dos. Et je sais que Vivien, toi tu fais beaucoup de répétitions de tomber sur le plat du dos en fait, pour comprendre l'impulsion d'un salto, pour comprendre comment rentrer dans une vrille aussi, pour comprendre plein de choses comme ça. Et dans la langue, c'est la même chose. Et ça, c'est justement là-dedans qu'on parle de ne pas brûler les étapes et travailler des étapes une à une. Donc dans les langues, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous lancer à corps perdu dans une phrase avec 200 subordonnés relatifs dedans si vous ne savez déjà pas faire une phrase simple.
Carrément. Donc voilà, il faut y aller progressivement, il ne faut pas se flageller si on n'y arrive pas. Il faut répéter les étapes jusqu'à ce qu'elles soient assimilées et ensuite passer à la suite. Exactement. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je trouve que c'est un parallèle qui est ultra intéressant. Et si je peux parler de mon expérience là-dessus, c'est que je sais que justement ces petites étapes sur lesquelles il faut mettre un maximum d'énergie, c'est ultra perturbant parce qu'on a l'impression qu'on apprend un petit truc qui va pas être utile. Et je dis ça dans le sens où je vais apprendre à un de mes élèves à faire un tombé dos pour faire un salto arrière, et je sais que c'est un truc que généralement les gens détestent. Mes élèves détestent faire ça. Ils se disent bah, je sais déjà sauter, j'ai compris. Et en fait, et souvent ces étapes-là, c'est ultra ennuyant pour eux. Enfin, ils détestent et du coup, ils y mettent pas l'intensité qu'il faut. Et ce genre de situation, ça peut traîner très longtemps. Ça veut dire qu'ils peuvent passer, enfin, je sais pas moi, 2 semaines à faire que des petits exercices qui vont les aider à comprendre les différentes étapes du salto arrière. Mais étant donné qu'ils mettent pas l'intensité, bah, ils comprennent qu'à moitié, ils ont l'impression de pas avancer. Et parfois, je leur dis, ok, là, sur cette séance, je veux vraiment que tu t'investisses à fond dans toutes les petites étapes que tu détestes, vraiment. Et en une séance, ça se débloque parce qu'il y a enfin eu ce truc de je me concentre sur un petit objectif, mais j'y mets 100% de ce que j'ai. Et vraiment, dans le processus d'apprentissage, c'est ultra important. Ça permet d'avoir les bases qu'il faut. Et des fois, juste avec une étape qui a enfin été comprise, et parce qu'il a fait juste 5 passages concentrés contre 500 pas concentrés, bah les 5 passages concentrés, en 5 minutes après, je lui fais faire son salto arrière et ça marche parce qu'il a enfin fourni le travail et l'énergie qu'il fallait sur le petit élément qui lui manquait pour débloquer une acrobatie entière en fait. Ouais. Et puis ça fait partie aussi de la programmation de la mémoire procédurale en fait, de passer du mouvement conscient au mouvement inconscient qui va faire qu'on va réussir à faire son salto arrière parce qu'on pense plus à cette étape-là en fait et qu'on est concentré sur la suite. Exactement. Ouais, ça c'est clair que cette mémoire-là, elle est ultra importante, notamment en langue. C'est vrai que maintenant, avant j'avais ce truc de je fais une phrase en français, je la traduis ensuite en anglais. Maintenant j'y pense même plus parce que je me suis tellement concentré sur mes bases et puis avec la pratique j'ai l'habitude que mon cerveau il est direct en anglais. D'ailleurs ça se fait de plus en plus rapidement. Maintenant si je parle pendant une demi-heure en anglais ou même 1 heure en anglais, le soir même je me mets déjà à rêver en anglais, tu vois. Parce que mon cerveau il switch maintenant super vite, tu vois. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose dans le tricking qui t'a permis aussi qui t'a aidé en anglais ou L'autocorrection, effectivement, c'est ultra important. Prendre du recul sur ce qu'on fait, essayer de l'observer et ensuite se corriger, c'est ultra important. En gros, comme je disais, moi j'ai appris en me filmant et ensuite en essayant de regarder comme la manière dont faisaient les personnes qui arrivaient avec moi et ensuite j'essayais de me recalquer là-dessus. C'est ultra important, il faut vraiment être tout le temps dans cette espèce de conscience que il faut que je continue à apprendre. Être tout le temps dans cette espèce de mentalité de je suis en phase d'apprentissage. Et ça va vous aider à, quand vous avez une conversation avec quelqu'un, demandez-lui est-ce que j'ai dit la phrase de la bonne manière après l'avoir dit, pas avant. Parce que comme ça vous allez commencer à comprendre vos erreurs et à comprendre comment on formule cette phrase. Il y a énormément de manières de s'auto-corriger, donc en demandant à quelqu'un, ou des fois je sais que j'ai envie de dire quelque chose et la personne a compris et la conversation est fluide, mais je sais que c'est pas exactement ce que je voulais dire ou je sais que c'est pas complètement correct, et pareil, je redemande comment est-ce qu'on dit ça. Si j'ai envie des fois ça n'a rien à voir, hein, je me dis je sais que j'ai dit un truc, mais je sais aussi que j'aurais pu dire l'opposé, mais que par contre l'opposé j'aurais pas su le dire. Je vais demander. C'est ultra important d'essayer de systématiquement aller chercher l'amélioration dans les coins et recoins, parce que forcément il y a un moment où ça va revenir et on sera content d'avoir fait la démarche de s'être auto-corrigé, justement. Effectivement. Et du coup ça mobilise plusieurs qualités qui sont déjà la lucidité, l'humilité, carrément, et puis l'absence de jugement. C'est vrai. Ça, je pense et puis aussi la persévérance, je pense que c'est vraiment des qualités qu'on acquiert dans le sport et que du coup on peut mobiliser aussi dans d'autres domaines et ça c'est vachement intéressant. Ah mais clairement oui, c'est
tout ce que vous utilisez, à partir du moment où il y a quelque chose dans votre sport ou dans une autre discipline qui vous a aidé à apprendre, il faut vraiment essayer de retranscrire ça dans les autres méthodes, dans les autres disciplines dans lesquelles vous allez apprendre. Et puis il faut savoir une chose, c'est que en général, je dis bien en général, on a une manière prédominante, une facilité prédominante à apprendre. Ce qui signifie qu'à partir du moment où vous avez déjà appris quelque chose, vous avez déjà commencé à apprendre la manière qui vous correspond le plus d'apprendre quelque chose. Donc servez-vous de votre expérience passée, servez-vous des facilités que vous avez. Donc par exemple, je sais que j'ai appris par exemple le tricking en voyant. Donc c'est peut-être mon côté visuel qui est plus développé. Donc du coup je vais peut-être essayer de voir les langues, donc dans le sens où je vais les voir écrites. Peut-être que ça va plus m'aider. Je donne peut-être un chemin qui veut rien dire. Hein, mais je veux dire, essayez de repérer vos qualités. Ouais. Enfin voilà, donc en gros essayez de repérer les méthodes qui fonctionnent pour vous dans les autres disciplines et essayez de les retranscrire dans les langues ou dans les autres disciplines. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez faire l'analyse de ça. Donc observez-vous dans les autres disciplines que vous avez apprises pour essayer de retranscrire ça dans la nouvelle. C'est très vrai ce que tu viens de dire, Vivien. Justement, j'ai parlé de ça dans une vidéo, je vous la remettrai en lien aussi, la vidéo sur la mémoire, où j'explique qu'il y a des gens qui sont plutôt visuels, il y a des gens qui sont plutôt kinesthésiques, il y a des gens qui sont plutôt auditifs. Donc toi, j'imagine qu'effectivement, le visuel a beaucoup impacté ta pratique parce que tu as énormément observé, mais aussi le kinesthésique, j'imagine, parce que évidemment, en reproduisant les mouvements, tu as dû mobiliser aussi ta mémoire kinesthésique, etc. Et effectivement, c'est une très bonne approche de se dire, moi, dans telle discipline, voilà, je suis plutôt bon parce que j'ai une facilité à visualiser. Quand je vois un mot écrit, je le retiens plus facilement. Voilà, il faut s'auto-analyser, il faut être capable de se voir de l'intérieur et de savoir un peu quels sont ses points forts et ses points faibles. Et ça, justement, Vivien, comme j'en parlais, ça fait partie de la grande famille de la métacognition, c'est-à-dire être capable de déceler ses points forts, ses points faibles, savoir sur quoi travailler, savoir planifier, organiser. Tout ça, ça fait partie de la métacognition. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais d'ailleurs, j'ai un autre truc à ajouter sur le parallèle que je pourrais faire. C'est à partir du moment aussi où vous connaissez un petit peu mieux, vous commencez à comprendre les méthodes qui marchent, et il ne faut pas hésiter à adapter aussi votre apprentissage. Je dis ça dans le sens où, par exemple, comme je parlais tout à l'heure, je disais, je vois que j'ai un élève qui doit comprendre le tombé d'eau et qui n'y arrive pas. Et il faut essayer de trouver une manière détournée de lui apprendre. Comme par exemple, quand je dois dire une phrase et que j'y arrive pas, je vais essayer de trouver une manière détournée de la dire. Il faut pas hésiter à essayer de détourner les bases pour réussir à les comprendre mieux sous un autre angle. Ça, c'est ultra important. Je le fais tout le temps en acrobatie, je le fais pour moi-même, je le fais pour mes élèves. Et c'est vrai que naturellement, je l'ai fait aussi en langue. Et au final, quand j'ai enfin réussi par exemple, à dire à peu près ce que je voulais dire, et que je vois que la personne d'en face, elle m'a compris, je lui dis ok, maintenant comment je dis ça correctement. Et là, boum, ça y est, j'ai vraiment passé une étape parce que c'est quelque chose que j'arrivais vraiment pas à dire. Et le fait que j'ai essayé de trouver une manière détournée d'atteindre mon objectif, je peux enfin demander ok, maintenant comment on le dit correctement. Et puis au final, on me transmet l'information et j'apprends plus facilement comme ça quelque chose de correct. C'est magnifique. Franchement, tout ce que tu me dis, en fait, par rapport à la pratique sportive, bon, je le savais un petit peu parce que j'ai quand même aussi quelques années de sport derrière moi. C'était sûr en fait qu'on allait tomber quasiment que sur des trucs, qu'on allait tomber pile poil en fait entre la pratique sportive et les langues. Et donc c'est pour ça vraiment que je tiens à dire que c'est pas, on peut pas dire ouais je suis bon dans ci, je suis mauvais dans ça, ou même je suis mauvais tout court. En fait, c'est pas possible, ça n'existe pas. Si vous avez envie de faire un truc, il faut juste en fait que vous creusiez un peu la tête pour trouver le moyen de le faire à votre manière, d'une manière qui vous convient. Exactement. Mais c'est possible. Et ça, vraiment, je veux vraiment que les gens se rendent compte que s'ils veulent apprendre une langue, même s'ils veulent apprendre le chinois, même s'ils veulent apprendre l'hébreu, enfin des trucs hyper compliqués, ils peuvent le faire. C'est juste qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de trouver la bonne méthode. Parfois, il faut faire du back and forth. Il faut revenir en arrière, se dire attends, non, là, c'est pas bon ce que j'ai fait. Je vais essayer autre chose, et patati et patata.
Mais on finit par y arriver. Ouais, carrément, yes. C'est ultra important. Bah encore une fois, hein, j'appuie sur le fait que je suis ultra dyslexique et au final, je donne des cours d'acrobatie en anglais à des Américains, tu vois. Donc, vraiment, y a, à partir de ce moment-là, il y a de l'espoir, les gars. Faut juste y aller. C'est vraiment trouver votre petite porte qui va vous permettre de réussir à rentrer dans la pièce dans laquelle vous voulez être. Mais il y en a plein des portes et il faut juste trouver la bonne. Des fois elle est petite, des fois c'est une trappe par au-dessus et on s'en doutait pas, mais il faut la trouver. Super image. J'aimerais que tu nous dises, alors Vivien, par rapport, parce que toi tu donnes des cours, du coup tu donnes des stages et tes stages ils sont hyper intéressants. Pour les avoir fait un certain nombre de fois, je peux en témoigner, ils sont hyper intéressants, c'est une approche péda qui est mortelle. Et qui s'adresse autant aux débutants qu'aux confirmés, c'est-à-dire que tu peux aussi prendre quelqu'un qui est confirmé, l'emmener super loin, comme tu peux prendre un débutant sorti de nulle part et en faire quelque chose aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Vivien? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Est-ce que tu as une chaîne? Est-ce que tu as des endroits où on peut te contacter s'il y a des gens qui ont envie de découvrir le tricking, de prendre des cours avec toi, voir tes vidéos? Carrément. Et pour prendre des cours, etc., ça va être via Instagram. Donc il y a mon Instagram Vivien Youlou, tout simplement. Faut m'envoyer des petits MP et puis en général je réponds assez rapidement. Et puis sinon j'ai ma chaîne YouTube aussi qui est un petit peu en stand-by. Je devrais reprendre d'ici 1 ou 2 semaines normalement, tout en anglais justement. Vous allez pouvoir voir mon niveau d'anglais qui est pas exceptionnel non plus parce que je fais plein de fautes, mais normalement je me fais comprendre. C'est cool et merci beaucoup Vivien, merci d'avoir pris le temps de venir parler de ta discipline sur Fluent, merci aussi de nous avoir parlé de ton expérience avec les langues et c'était vraiment super intéressant. Merci à toi pour ça. Et donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent découvrir le tricking, s'il y a des personnes qui veulent s'initier, évidemment avec le Covid, je sais que c'est un peu compliqué, mais tu as quand même organisé un stage là prochainement. Ouais, c'est un stage en comité très réduit, donc ça va être à maximum, j'ai maximum 3 élèves avec moi. Et sinon, je donne toujours des petits cours particuliers aussi. Donc il y a aussi des cours particuliers et évidemment, c'est en région parisienne. Ouais. Voilà, donc pour les autres, désolé, il faudra faire le déplacement. Mais je vous promets que ça vaut le coup. Exactement. Ok Vivien, écoute, on va conclure. Je te remercie infiniment d'être venu. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. C'était avec plaisir. Et merci à toi aussi. Bonne continuation, plein d'élèves, plein de shows, plein de choses, plein de bonnes choses pour toi et plein de tricking. Carrément, merci. Toi aussi avec Fluent, hein, franchement, c'est une belle démarche. Je pense que c'est un beau projet qui va porter ses fruits. J'espère en tout cas que tu vas pouvoir aider plein de monde. J'espère. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez compris que les disciplines sont interconnectées les unes avec les autres. C'est très important de comprendre ça parce que ça nous permet aussi de déconstruire le préjugé selon lequel on dit qu'on a des facilités dans certains domaines et pas dans d'autres. En fait, en résumé, tout est question d'intérêt, de concentration et aussi de métacognition, c'est-à-dire cette faculté qu'on a à s'auto-analyser, à voir ses forces et ses faiblesses et à établir un plan en fonction de ça. J'espère vraiment que vous tirerez de bonnes conclusions de cet entretien avec Vivien. J'espère aussi beaucoup que ça vous a plu et que ça vous a éclairé. Peut-être même que ça vous a donné envie de découvrir le tricking. Et pour ça, je vous ai mis les contacts de Vivien dans la description. Mimi, tu vas essayer le tricking? Moi j'en fais déjà. On ira en faire ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, vous abonner, activer les notifications, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.